Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click. On est là pour vous faire une petite critique rétro sur Le Hobbit numéro 3, la bataille des 5 armées. Et on va passer toute la vidéo à se poser la question qui sont ces 5 armées, parce que c'est une question qui se pose. On va parce qu'il y en a surtout... Ouais, alors on va en parler. Le truc c'est que on va surtout donc pour ceux qui ne les ont pas déjà vus, vous dire qu'il y avait le Hobbit 1 et le Hobbit 2 sur la chaîne, n'hésitez pas à le regarder. Et pour ceux qui auront terminé cette vidéo, sachez qu'il y a la critique du Seigneur des Anneaux qui avait déjà été enregistrée et sans doute que astucieusement Daniel ou Oupi auront mis une petite fiche ici pour que vous puissiez y accéder. Alors, le Hobbit numéro 3, Hobbit trilogie eh bien, je pense que personne sur la Terre met au niveau du Seigneur des Anneaux, mais certains y trouvent une certaine nostalgie et d'autres, au contraire, trouvent que c'est très loupé. Là, c'est la conclusion. On va en parler avec l'ami Ker. Salut à toi, mon cher Ker. Non, ça, c'est le dragon. Ker, c'est l'autre qui envoie des flammes. Daniel. Salut à toi. C'est moi. C'est le côté rougeoyant qui peut-être t'a induit en erreur, ma chère Daniel. Les yeux, regardez ses yeux, on sent qu'il va aller chercher et bouffer du Hobbit. Et bien en fait, donc on va vous parler de ce troisième film. Et ne perturbe pas Daniel et Oupi sur les petites fiches. C'est moi qui les mets. Donc ne cherchez pas, je la mettrai. Et donc, mon cher Ker, qu'est-ce que tu en as pensé? Eh ben, c'est pour moi probablement le moins bon des 6 films sur Tolkien réalisés par Peter Jackson. Et en fait, c'est un film qui se décompose. Je vais le découper en 4 parties parce que pour moi, j'ai un avis différent sur ces 4 parties qui donnent un avis global. La première partie, c'est bien évidemment Smaug. Et c'est une partie qui est expédiée. Expédiée parce que sa place était très clairement dans le 2. D'ailleurs, je trouve que c'est une erreur qu'elle ne soit pas dans le 2. Et elle est expédiée aussi dans la manière dont elle est amenée dans le film, c'est-à-dire que Smaug attaque donc Lac-Ville. Et puis, bien évidemment, après des scènes incroyablement surréalistes, où on a donc le Smaug qui détruit absolument tout, mais tue quasiment personne. On a donc l'ami l'archer qui tue Smaug. Et même la mort de Smaug est expédiée en fait. On ne revient jamais sur la mort de Smaug, on ne revient jamais sur ce que ça représente. C'était quand même l'ennemi numéro 1 de la trilogie. Il est tué au début du 3. On voit pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est très très expédié. Les nains ne sont pas là dans cette bataille alors que c'est de leur faute que Smaug attaque Lac-Ville. Alors ok, l'œuvre est comme ça, mais il y a des éléments qui me perturbent. Est-ce que tu as le même avis que moi sur ce côté expéditif de Smaug? Ah bah complètement, je suis d'accord à 200% avec toi. Le truc, c'est que sur le sujet de Smaug, en fait, pour quelle raison, comme tu le dis, c'est pas dans le film numéro 2? Ça servait à... Est-ce qu'ils étaient à ce point-là pas confiants de la suite, qu'ils se sont dit il nous faut un cliffhanger, sinon les gens ne viendront pas voir le troisième film? C'est vraiment à se poser des questions sur à quel point eux pensaient que le film était bien ou nul. Donc cette partie-là sur Smaug, je la trouve vraiment vraiment beauf. La manière dont Bard tue Smaug avec d'un seul coup, le plan, Bard est à un endroit sur la tour, il se téléporte à un autre avec son fils qui porte la flèche noire sur son épaule. C'est complètement nul. Enfin, la manière dont c'est présenté, c'est vraiment nul. C'est pas du niveau du reste de ce qu'on voit à ce moment-là. Et ça a l'air d'être complètement décorrélé du reste du film. Mais bon, et après, du coup, ça nous amène à l'après-Smaug. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé à cet après-Smaug? Alors, l'après-Smaug, c'est le moment où nous avons donc les nains et les humains et les elfes qui viennent donc de vivre une attaque de dragon et qui décident de se chamailler tout de suite. Hein. On prend pas le temps de rien. On se chamaille tout de suite sur l'Arkenstone, lui, il a mon petit collier, et puis toi, tu me dois un sac d'or. Et du coup, nous allons nous faire la guerre. Donc, les nains qui sont 10 dans la montagne, et une montagne qu'ils avaient perdue depuis de nombreuses années, qui représente quand même quelque chose.
avant de redécouvrir tout ça. Non, ils préfèrent se faire la guerre, ils préfèrent mourir. Voilà. C'est expédié. Là encore, et là, cette partie-là me perturbe beaucoup parce que je ne comprends pas comment Frein d'huile, Bran et Thorin en arrivent là, et surtout, le personnage de Thorin est catastrophique. Thorin devient un personnage que je ne reconnais plus. Ça n'est plus le Thorin des deux premiers. Et en fait, je pense que tu seras d'accord avec moi, mais Thorin, il est constamment en train de faire le yo-yo, en fait. Un coup, il est désagréable dans les deux précédents. Hein. Un coup, il est désagréable avec Bilbo, un coup, c'est un mec adorable, etc., etc. Et là, c'est pareil. Là, il devient méconnaissable. Tous les nains le disent. Et on a l'arrivée de l'armée naine. Alors, il y a un truc quand même que je veux évoquer dans la vidéo, c'est au niveau des batailles, mais j'en parlerai plus tard. Et cette partie-là, moi, me perturbe beaucoup parce que, en fait, elle est ridicule. Pourquoi est-ce qu'ils se font la guerre, là? Pourquoi? Toi, t'en penses quoi de cette partie? Moi, je suis pas entièrement d'accord avec toi. C'est-à-dire que là, il y a d'un seul coup, ils se rendent tous compte que y a des richesses quasi sans limite qui sont à portée de tout le monde et c'est le premier qui arrive qui sera le premier servi. Et donc ça, je peux le comprendre. Par contre, là où je te suis à 200%, c'est que le fait que Thorin est pris par la maladie du dragon, la maladie de l'or, en fait, c'est trop rapide. C'est vraiment trop rapide. Il est le chef digne que tout le monde veut voir comme le héros, et d'un seul coup, pouf, il passe du côté obscur de la force juste parce que il pense que s'il passe de ce côté-là, il pourra sauver Padmé. Donc en fait, surtout qu'il a vu son grand-père devenir comme ça. Mais oui, il y a un truc qui cloche, et c'est d'autant plus bizarre que il sombre dans cette folie d'un coup et il en sortira d'un coup. Et ça fait de cette partie un espèce de purgatoire où on sait qu'on est en train de devoir attendre que cette partie passe pour qu'on passe dans la bataille. Et en fait, je trouve que c'est vraiment dommage et que ça fait vraiment un ventre mou hyper indigeste à ce film qui, du coup, est-ce que c'est vraiment un moment qui permet de mettre les enjeux entre les armées des elfes avec Thranduil qui arrive, avec les armées des nains qui arrivent? Je trouve que vraiment pas. Cet espace-là est une demande forcée d'ennui au spectateur, et c'est pas du tout ce que ce genre de film doit amener. C'est pas, on ne se pose pas des questions sur l'avarice dans le monde, etc. Non, c'est juste un moment qu'il met pour essayer de mettre une respiration avant une scène de bataille qui va durer plus d'1 heure. Donc je trouve que cette partie-là est tellement loupée qu'elle pèse sur l'intégralité du film et qu'elle le rend beaucoup moins agréable. Et surtout, le truc, c'est que comme une grande partie des batailles qui vont venir, mais ça, j'ai essayé d'en reparler avant de passer sur cette zone, en fait, il va falloir qu'on s'investisse dans Thorin. Il va falloir qu'on se demande, oh là là, Thorin, est-ce qu'il va mourir? Est-ce que Azog va le battre ou pas? Là, en fait, comme il a été salaud pendant peut-être 15 minutes, on est moins attaché à lui que s'il avait été un personnage irréprochable du début à la fin. Donc vraiment, cette partie du film, elle est vraiment dommageable au film, et je la trouve vraiment en deçà. Et même, j'ai envie de dire qu'on est beaucoup dans des effets de CGI, des effets numériques, qui encore une fois sont en opposition avec Le Seigneur des Anneaux, qui avait été fait le maximum possible avec des prothèses et en effets spéciaux réels. Et là, je trouve qu'on est vraiment, on baigne dans ce qui va pas dans le Hobbit sur cette séquence. C'est à toi, mon cher Karl, pour parler donc de la scène de la bataille. Voilà, alors c'est la troisième partie. Donc là, on a les elfes, les humains. Enfin, les humains, non, sont sur le côté. Thranduil dit ne t'en occupe pas, mon cher Brad, je vais m'en occuper. On a les nains, les elfes qui se battent. On a un Thorin qui est tranquillement dans sa montagne en train de regarder les nains se battre à sa place, quand même, sans intervenir. Et là, on a les vers de Nidus qui popent donc pour cracher les armées d'Azog. Et on rentre donc dans la vraie bataille, celle que l'ami Gandalf avait prévenue par fax, Minitel, envoi de mail, envoi de télégrammes et de pigeons voyageurs, ainsi que quelques tweets et Snapchat. Personne n'avait écouté, mais ils sont là quand même. Et donc on est dans cette grande bataille qui... Alors là, c'est le festival de toute des deux trilogies, c'est le festival des scènes surréalistes. Un exemple,
On a donc les trolls, tu sais, qui détruisent les béliers, là, les chars de béliers. La première fois qu'Azog dit bon, il faut s'occuper d'eux avec le coup de clairon. On a les trolls qui détruisent tranquillou bilou. Et quand c'est les nains, donc de Thorin, qui montent dedans, et ben là, ils en tuent 10 un coup. Legolas fait la même chose, il détruit un régiment entier avec sa petite épée accrochée à une chauve-souris. Enfin, il y a énormément d'éléments qui sont complètement surréalistes dans cette bataille. Quelque chose que tu vas développer, mais où je te rejoins, on en avait parlé en off, et je suis d'accord avec toi, c'est un coup, un camp prend complètement le dessus, et le plan suivant, bah, c'est l'inverse, et on comprend plus où ils en sont. Je pense que dans le village, là, à Dune, non, il s'appelle pas Dune, dans le village humain qui est en face d'Erebor, on a chaque humain a dû mourir une quarantaine de fois tellement il y avait d'orques et ils sont quand même tous là à la fin. Les nains, c'est à peu près pareil. Et puis, bah, je garde pour la fin mes petites notes sur la bataille, mais voilà. Et puis, donc, pour moi, cette partie, ça va jusqu'à la mort d'Azog. Hein. On a ensuite la bataille dans l'espèce de tour d'Azog, où là, c'est, je trouve, mieux réussi, où il y a une réhabilitation du personnage de Thorin, mais comme tu disais, il y a un énorme problème avec Thorin. C'est outre le fait qu'il pète un câble. Moi, ce qui m'a énormément dérangé, c'est qu'ils sont dans leur montagne à Erebor pendant une immense partie de la bataille, en fait. Et ils interviennent pas. Et ils laissent les autres se battre à leur place. Et ça, c'est très gênant. Bon, après, tout ce qui est bataille contre Azog, la bataille Legolas contre le fils d'Azog est très réussie. Kili, etc. Ça va. Toi, t'en as pensé quoi de cette partie? Alors, c'est à la fois le sel du film, parce que c'est quand même le film, c'est les 5 armées, et en même temps, c'est un peu un des problèmes du film. En fait, il y a la promesse, on nous dit le Seigneur des Anneaux, c'est les combats les plus épiques, les scènes les plus épiques que vous pourrez voir au cinéma. Souvenez-vous de la première charge dans les 2 tours. Souvenez-vous de la deuxième charge dans de la cavalerie, dans le Retour du Roi. En fait, on a des scènes qui sont incroyables. Quand la cavalerie se fait taper par les olifants, quand du coup l'armée des morts arrive par les bateaux. Enfin, en fait, on est dans un déluge d'épiquissime. Et en fait, là, il y a un truc qui colle pas. Il y a un truc qui marche pas. Et donc, en fait, regardez cette scène. Là, la plan que vient de vous mettre Daniel. En fait, ça fait complètement penser au gouffre de Helm. On a vraiment une scène qui fait penser au gouffre de Helm. On a même une scène qui pourrait faire penser à, donc, dans le Retour du Roi, ce moment où, en fait, les troupes des orques sont devant le Gondor. Et pourtant, je trouve que c'est pas qu'on s'en fout, mais il y a un truc qui fait que c'est pas grave. En fait, on pourrait se dire que comme les nains ne défendent rien d'autre qu'un butin, que des pièces d'or, en fait, on pourrait se dire que les orques gagnent. En fait, en vrai, c'est pas très grave. Parce qu'on sait que Bilbon, qui est le seul gentil, il survit. Gandalf, il survit. Donc au final, les autres, en vrai, ils pourraient tous mourir 10 fois pendant la bataille. Les orques pourraient gagner la montagne. Bon, bah ok. Et du coup, il y a un vrai problème de fond. Je trouve aussi que la réalisation et le design, l'esthétisme est moins péchu. Là, le fait que, si on compare encore une fois au Retour du Roi, où tout était fait de nuit, ou en tout cas on voyait qu'il y avait que Sauron avait invoqué du coup des nuages pour couvrir ses armées. Là, j'ai pas arrêté de me poser la question, mais pourquoi est-ce que les orques arrivent tous à être dehors en plein jour sans que ça gêne personne? Il y a vraiment un truc, les elfes qui sont là, en fait, on a limite envie qu'ils meurent, parce que Thranduil, c'est quand même le roi des insensibles. Il y a cette scène qu'il a avec Evangeline Lilly, où en fait, il fait comprendre que c'est parce qu'il aimait tellement une femme qu'il est devenu insensible. J'en parlerai après, ça, moi. Et le truc, c'est que ça, c'est peut-être la scène la plus réussie de ce moment-là, avec la mort du duo avec Evangeline Lilly qui est vraiment réussie. Mais en gros, ce combat
là, on a de l'épique avec l'arrivée des canals de Nidus avec les orques qui sortent par les vers. On a un moment, je trouve, assez chouette quand les elfes envoient une volée de flèches et que les nains, avec une invention, arrivent à casser l'intégralité Ouais, ça des c'est flèches. super. Ça, j'ai vraiment trouvé que c'était une super idée. Et en fait, très vite, ça s'effondre complètement. Et alors qu'Air disait que j'allais vous en parler, en fait, réfléchissons et souvenons-nous tous ensemble de cette bataille. Donc, on a deux armées d'orques. Il y a une armée d'orques qui fait le siège de la montagne et une armée d'orques qui fait le siège de la ville des hommes. L'armée des orques, au moment où on est à peu près aux 2 tiers de la bataille, l'armée des orques qui assiège la montagne est à jeu égal avec les elfes et les nains, voire ils sont en train de dessiner. À un moment, il dit il reste presque plus de nains. Et on voit que les elfes sont quasiment tous morts. Donc en fait, là, ils sont à jeu égal, voire ils sont en train de perdre. Et au même moment, il n'y a que les humains, les pauvres humains qui sont des femmes et des enfants et 40 fermiers qui sont dans la ville et qui sont en train de se prendre de plein fouet la deuxième armée qui est considérée comme aussi grande que la première. Et au final, il y a un moment, Azog il meurt et c'est super, on a gagné la bataille. Mais en fait, il y a une armée entière là ils ont disparu. Et en fait, on nous a pas prévenu. Il y a les Tréants qui ont débarqué parce que les aigles, on les voit, ils n'arrivent pas à virer entièrement toute une armée. Donc, en gros, la bataille, elle est Si, gérée. ils détruisent l'armée entière. Bah oui, mais pas celle-là, pas la seconde armée. Et en fait, Elle est morte celle-là. Celle à Lacville, elle est déjà morte. Oui, mais en fait, Alors, on ne sait pas comment, mais elle est morte. Elle est tuée par les humains. C'est de dire qu'en fait, d'un plan à l'autre, quand l'histoire est plus arrangée d'une certaine manière que d'une autre, eh bien magiquement, en fait, les nains vont se rallier à leur roi, puis d'un seul coup, les nains vont gagner tout. Et puis à un autre moment, Azog, il va faire, vous savez, la tectonique du drapeau. Et on va dire, ah, oh mon Dieu, les orques sont en train de gagner. Et on comprend jamais rien à cette bataille. C'est-à-dire que c'est quand même un enjeu filmique qui est fondamental, de comprendre quelles sont les forces en place. Et il y a un moment où j'ai presque l'impression que on nous dit, bon, oublie, vis ce film comme une expérience et une aventure, ne cherche plus à comprendre. Et en fait, ce qui est perturbant, c'est que le début de cette bataille, c'est le placement des armées, comment il y en a une qui est en position élevée par rapport à l'autre, qu'ils les prennent à revers, etc. Et puis d'un seul coup, pouf, non, en fait, tu t'en fous. Eux, ils sont morts. Eux, ils sont forts. Attends, hop, on a rechangé. Alors, pardon, c'est eux qui sont forts et eux qui sont faibles. Et c'est extrêmement décevant parce qu'on a l'impression de voir quelque chose qui va être épique, grand, et au final, ça part complètement en cacahuète. Et on oublie la bataille pour se focus sur les escouades que vont être les nains qui sont partis combattre Azog, Kili, Evangeline Lily et Legolas, qui d'un seul coup prennent plus d'importance par rapport à la bataille parce que, clairement, en fait, on s'intéresse plus à eux parce que dans la bataille, il n'y a plus que des personnes dont on s'en fout. C'est pas le sort de Thranduil qui va nous intéresser, c'est pas le cousin qu'on n'avait jamais vu des nains qui va nous intéresser, même s'il est charismatique. En fait, on a des batailles. Et s'il finit roi en plus. Ouais, et en fait, le truc, c'est qu'on a des batailles de personnes qui nous ont été présentées il y a 20 secondes et qui nous intéressent pas. Donc forcément, le film, petit à petit, se désintéresse de la bataille pour aller chercher les personnages qu'on a vus depuis 3 films. Et je trouve, encore une fois, c'est un vrai problème d'équilibre. Et la trilogie est basée que sur un seul film, donc il y a un péché originel. Et là, on a un film entier qui est une pure création. Tolkien, dans le livre, c'est Bilbon s'évanouit et les aigles arrivent. Et là, en fait, il devait tout écrire. Et en soi, c'est bien parce que c'est pas comme si il avait fait quelque chose qui était une purge à regarder, mais c'est juste que c'est parfois incompréhensible dans le rapport des forces. Puis on s'intéresse à des trucs qui sont on s'intéresse à 3 personnes qui combattent par rapport à des soi-disant milliers d'hommes qui sont en train de mourir. Et en fait, je peux pas dire que c'est vraiment loupé parce que on est en train de parler du Seigneur des Anneaux et il a quand même réussi à mettre quelque chose qui a un certain niveau d'épicness.
Mais en fait, on est dans l'univers du Seigneur des Anneaux et on peut pas l'oublier ça. Et on peut pas oublier que, l'autre moment, on avait les héros Irym et on avait Aragorn qui combattait dans les tranchées et que ça mettait quand même plus de gueule là-dedans. Ou que Gandalf était en train d'affronter le roi Angmar, le roi sorcier. Enfin, il y avait il y a un truc qui manque concrètement. Il a eu 2 films pour monter la sauce. Pour monter la sauce sur les personnages, et au lieu d'utiliser les personnages dans la bataille, il les vire. Mais du coup, cette bataille, c'est quoi son intérêt? C'est quoi sa force? Si en fait tout le monde peut mourir au moment où Azog meurt, tous les orques sont foutus. Pourquoi est-ce que même on a montré 2 secondes de ces mecs-là? Donc, il y a un vrai problème de fond. Ker, tu veux parler des batailles sur la colline entre Ouais. Azog, Evangeline Lilly et Kili? Alors justement, moi, la quatrième partie, pour moi, c'est la fin. Donc j'en parle à partir de la mort d'Azog. Donc parler de la mort de Thorin, la mort de Kili, etc., etc. Tu Mais spoil de en ouf, là, fait, hein. les points qui m'agacent et qu'on retrouve dans les autres films, je peux en parler maintenant pendant la bataille. J'en ai noté quelques-uns. J'ai une question. À quoi sert une armure dans Le Seigneur des Anneaux? On a les orques qui ont des armures complètement pétées qui protègent tout le visage. Ça a l'air vraiment solide. Et en fait, quand ils attaquent le village des humains, t'as Helmut qui a un gilet tricoté par sa grand-mère et un bâton. Et il fait jeu égal avec un orc qui est blindé. Et là où le truc, et où j'exagère même pas, c'est que peu importe le coup que tu reçois sur ton armure, et peu importe la qualité de ton armure, tu meurs. Tu le verras, les elfes, ils mettent un petit coup de couteau comme ça sur les orques, sur le torse. Normalement, ça doit griffer. Enfin, j'ai jamais été chevalier au Moyen-Âge, mais ça me paraît logique. Sinon, pourquoi est-ce qu'ils se remettraient à porter des armures? Les mecs tombent. Ça, le truc des armures, ça me gonfle. On a les nains, et notamment le chef des nains, qui tue instantanément des orques avec un casque en leur mettant des coups de tête. Alors ça c'est pas mal. On a également les aigles qui d'habitude étaient bien évidemment ceux qui intervenaient pour sauver les héros, là qui déciment une armée en 2 temps 3 mouvements. Alors je sais que les défenseurs des aigles vont nous dire oui mais c'est comme ça dans le Seigneur des Anneaux. Je sais, mais je ne peux pas m'empêcher de dire pourquoi est-ce que Gandalf les a pas appelés tout de suite pour raser l'armée d'Azog et puis l'armée de Bolg, ça aurait été plus simple. Alors il y a un truc aussi qui me fait marrer, c'est la voix. C'est le chef des nains, quand il arrive, il parle tout seul, tu sais, et tout le monde sur le champ de bataille l'entend. Le champ de bataille est immense. Il y a 3 armées complètes. L'armée des nains, l'armée des elfes, l'armée des humains. Et quand le mec s'exprime, absolument tout le monde l'entend. C'est limite si à un moment donné, il dit pas bon Helmut, tu nous envoies une flèche là. Et Helmut, tu m'as entendu? Oui, oui, je suis à 6 km, je t'entends très bien, il n'y a aucun problème. Ça c'est quelque chose qui m'agace dans le film. Et alors l'autre truc aussi, c'est quand même je pense que Thorin est un bon combattant. Je pense que Kili est un bon combattant aussi. Il n'y a pas de problème. Toute la compagnie des nains, ce sont des braves gars. Mais quand les nains se font charcuter, que les elfes se font charcuter, et que tu as l'armée d'Azog qui arrive, il n'y a plus aucun espoir que tu sais, les géants se mettent en place et tout, et que en fait la bataille change, l'issue de la bataille change uniquement parce que Thorin et 10 mecs sortent derrière des murs et chargent comme des idiots bêtes sans protection avec un petit bouclier. Tout ça, ça fait changer le cours de la bataille. Là Accessoirement, aussi, j'ai du Ker, mal à comprendre. pour la blague, si tu te souviens, ils retirent leur armure pour courir dans la bataille. Oui. Ça, j'ai trouvé. Et ça fait penser, tu sais, à Aragorn. Quand Aragorn, dans le Retour du Roi, dit pour Frodon. C'est un clin d'œil. Sauf que quand il dit pour Frodon, Aragorn, bah, il se fait rattraper tout de suite par les autres et puis il n'arrive pas. Enfin, là, Thorin, il charge un géant, quoi. Il le charge en premier. D'ailleurs, les géants qui tombent tout de suite, 2 flèches, c'est fini. C'est des trolls. Bon, bref. Et, ouais, les trolls, ouais. Mais enfin, c'est des plus gros trolls que les trolls. Tu sais, c'est les trolls XXL, quoi. Trolls Et des montagnes. enfin, avant de parler de la fin, parce que la fin est plus positive pour moi. Et après, il y a un truc sur lequel je te rejoins, c'est que là, je critique beaucoup, etc. Mais ça reste quand même loin d'être désagréable à regarder. Hein. Un autre truc quand même, c'est quelles sont les armées? Moi, je vais te dire ce que j'ai compté en armée. Donc, c'est la bataille des 5 armées. Je compte l'armée des humains, l'armée des elfes, l'armée de Thorin, l'armée des nains, l'armée 1 d'Azog, l'armée 2 d'Azog et l'armée de Bolg. Donc ça fait 8. Toi, t'en comptes combien d'armées?
Alors moi j'en compte soit 5, soit 6. Donc les humains, les elfes, les nains. Et les 2 armées orques en face de lui, ça fait 5 ou 6. Je pense que c'est la version officielle. Ou si on considère que Thorin est une armée en lui-même, les nains sont une compagnie qui représente la montagne, ça fait 6. Mais, je suis d'accord avec toi, sauf que dans le film, ils disent bien que ce sont des armées différentes. Et quand tu regardes le film et qu'ils te disent, tiens, telle ou telle armée, au début, moi, j'en avais compté 7, mais là, je divise l'armée... en fait, je pense que l'armée d'Azog est divisée en 2 fronts, en fait, tout simplement. Donc, c'est la même armée. Disons 7. Mais ils le disent bien. Il y a l'armée de Bolg, l'armée d'Azog, l'armée de Thorin, naninaner, enfin... Bon, bref, là-dessus. Bon, passons à la dernière partie, et qui est pour moi à la fin. Donc, la mort de Thorin est, je trouve, très réussie. Je vais peut-être t'étonner, mais j'avais oublié que Thorin mourait. J'étais persuadé qu'il était sauvé. Donc pour dire à quel point ça m'avait marqué. Par contre, là où je te rejoins, mais tu en as déjà parlé, c'est la scène de Franduil et de Tauriel sur la mort de Kili. Je trouve que c'est une des scènes les plus réussies de la trilogie. Et il y a juste avant les adieux de Franduil réussi et Legolas. Du Seigneur des Anneaux. Hein. Je pense des 2 trilogies, c'est une des scènes qui vaut une scène du Seigneur des Anneaux. C'est une scène très réussie. Et je réitère ce que j'avais dit dans la vidéo sur la désolation de Smaug. Je trouve que la romance entre Kili et Tauriel est très réussie. Elle est très réussie et la discussion entre Legolas et Franduil, leurs adieux, est très chouette parce que c'est un clin d'œil bien évidemment à Aragorn, à grands pas. Et en fait, Legolas, dans cette trilogie, a entendu parler, n'a pas vu mais a entendu parler de ses 2 compères de la suite des aventures, puisqu'en fait, il y a le père de Gimli qui lui montre une photo. Et Legolas lui dit c'est ta fille, ou je sais plus quoi, il lui dit, mais enfin, bon, il lui dit c'est mon fils Gimli. Et ensuite, on a donc là Franduil qui parle d'Aragorn à Legolas. Et puis, alors, la fin, il y a ce que j'ai bien aimé aussi. Bon, je trouve que l'adieu au nain est un peu expédié de la part de Bilbon, mais il est touchant. Le nain le plus âgé est touchant, je trouve, pendant toute la trilogie. Je pense que c'est le nain le plus réussi. Tu parles de Balin Oui, je parle de Balin, exactement. Balin est très réussi. Puis alors, la balade entre Gandalf et Bilbo, elle est très chouette aussi. Le moment où tu sais où il fume la pipe à côté de lui. Alors là, ça fait écho, bien évidemment, au Seigneur des Anneaux. Ça, c'est très chouette. Le retour de Bilbo dans la comté est réussi aussi, même si c'est un peu... ça fait mal au cœur, je trouve, de se dire qu'ils sont en train de vendre cul-de-sac, enfin, de le dépouiller. Et puis, le truc qui m'a un peu étonné quand même, c'est le côté encore expéditif, y compris, parce que là on fait la critique de la version longue, y compris dans la version longue de Bilbo a vieilli, c'est Ian Holm, d'ailleurs paix à son âme, et puis le film s'arrête comme ça. Je pensais qu'il y aurait quelques secondes quand même en plus, mais non, ça n'y était pas, mais je trouve que la fin est très réussie, elle est touchante. Et globalement, tu vois, dans la vidéo, j'ai dit énormément d'aspects négatifs, qui m'ont agacé sur le film. Mais si je vais être très honnête, la partie, tu sais, 2, entre où ils se disputent pour les bijoux, etc., commence à se faire la guerre, là vraiment je me suis dit c'est nul. Après je me suis pris au truc, j'ai vraiment apprécié, et la fin est vraiment, vraiment réussie, je trouve. T'en penses quoi, toi, de la dernière partie? Je suis bien d'accord avec toi. Moi, j'ai trouvé que la fin sauvait complètement le film. Et en fait, elle a l'atout magique qu'on appelle le Joker des enfers. Elle a l'atout magique d'être réussie et de dire « Hey, si tu regardais Le Seigneur des Anneaux !» Et du coup, tu regardes Le Seigneur des Anneaux et après, tu re-regardes Le Hobbit et après, j'ai terminé Le Hobbit, mais je vais regarder Le Seigneur des Anneaux. Et ça fait une boucle des enfers qui fait que tous les ans, tu regardes Le Seigneur des Anneaux et les Hobbits. Mais vraiment, je trouve que cette fin, elle est douce amère, mais elle est amère parce que c'est la fin. Ça y est, ils ont terminé les tournages et ils ont terminé l'univers la vie de Bilbon et de Frodon. Et en même temps, je trouve qu'elle fait bien la liaison avec Le Seigneur des Anneaux et elle donne bien envie de regarder de nouveau Le Seigneur des Anneaux. Et c'est ce que j'ai fait. En regardant juste après Bilbon, j'ai enchaîné sur Le Seigneur des Anneaux. Et en ça, c'est un excellent film. Voilà. Donc on le note 5 étoiles sur 5. Bisous à tous. Mais c'est vrai que on va refaire...
la fin balaye en fait quasiment toutes les critiques qu'on fait. C'est-à-dire que le ventre mou dont je parlais sur cette phase de le calme avant la tempête, avant la bataille, en fait, la fin fait que du coup, on a tendance à pas s'en souvenir. Mais par contre, je pense que c'est celui que j'ai le moins aimé regarder une nouvelle fois là sur ce dernier visionnage, le Hobbit 3. Bah ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Mais tu vois, il y a des trucs qui sont quand même hyper cool parce que l'arrivée de Beorn dans la bataille, par exemple, c'est super stylé, quoi. Et pour un amoureux du Seigneur des Anneaux, c'est génial de voir Beorn dans la bataille, quoi. Et C'est du gros accessoirement, fanservice, ok, mais... il arrive, et moi je trouve que c'est incroyable, il arrive en mode Fortnite. Il est lancé depuis les airs, et là il arrive et paf, 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 il en met plein la tête. C'est Et il fait vraiment... top 1. De Et quoi? il fait top 1. Il fait top 1. en plus. Et il fait top Ouais. 1, ouais, tout à fait. Donc ça, c'est incroyable qu'ils aient eu la vision, tu vois, de Battle Royale en jeu vidéo déjà à l'époque. Franchement, je pensais pas qu'on finirait la critique du Hobbit en Sur faisant un Fortnite. top 1 avec Beorn. Ouais, ouais. Bon, mais en tout cas, moi, je te le dis, hein, moi, j'ai très envie de refaire les critiques rétro du Seigneur des Anneaux. Alors, on a déjà fait des critiques rétro du Seigneur des Anneaux un peu trop rapides à mon goût et on n'a pas assez développé le truc. On aime tellement le Seigneur des Anneaux, on en a parlé dans les tops des trilogies, etc. Ça nous a redonné envie. Dites-le dans les commentaires si vous partagez cet avis. Si vous partagez pas cet avis, eh ben, tant pis, vous regarderez pas les vidéos. Mais moi, en tout cas, je sais pas toi, mais j'ai très envie de refaire les critiques rétro du Seigneur des Anneaux et chaque film. Voilà. Donc 3 vidéos du coup. Ça roule. Et bah, tu sais que je suis déjà OK, donc moi, j'en suis déjà autour du voilà. Des bisous à tous et merci d'avoir regardé la vidéo. Merci évidemment sur Tipeee d'avoir fait des dons pour ceux qui l'ont fait. Et merci à tous les tipeurs qui sont sur Discord et qui nous échangent plein d'informations. On est de plus en plus actifs sur Discord. Alors moi, moins que Kerr. Et du coup, je vais essayer de revenir plus en plus. Et c'est voilà, c'est un espace cool. C'est un espace où du coup, on reprendra un peu vos recos sur quelles critiques rétro vous voulez qu'on fasse. Et du coup, j'espère que ce Discord, il vous plaît. On se retrouve pour une prochaine vidéo dans pas longtemps. Des bisous à tous. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner. Peut-être que vous tomberez sur un live sauvage. Des bisous. Ciao, ciao.